Samedi 21 janvier 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, le Premier ministre ne se portera pas candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il a déclaré lors d'une émission spéciale hier. Élection qui va avoir lieu cette année, a-t-il affirmé. De plus, il a démenti certaines allégations comme l'usage du planche à billets. Le Premier ministre Christian Tsay a également fait un bilan du travail accompli par le pouvoir exécutif actuel. Il a annoncé que 80% de la politique générale du gouvernement a été achevée. Les détails avec Cécile. L'émission spéciale dont le Premier ministre Christian Tsay était l'invité hier soir sur la télévision publique a duré 1h20. Une émission qui lui a permis de répondre clairement aux critiques qu'il n'est jamais présent et n'a aucune réaction face aux diverses affaires qu'affronte le pays. Des informations selon lesquelles il y a une divergence d'opinion entre lui et le président de la République se sont répandues également. Cependant, le Premier ministre Christian Tsay a répondu et a démenti à cette allégation. Il a également rejeté les rumeurs selon lesquelles le gouvernement est à court d'argent. Il a néanmoins concédé qu'il y avait un problème en fin d'année en raison du paiement de la dette de l'entreprise publique Chirama. Mais répondre de telles rumeurs sur une prétendue banqueroute de l'État n'est pas acceptable, a déclaré le chef du gouvernement. Par ailleurs, au vu des difficultés auxquelles la population est confrontée actuellement, le gouvernement fait tous les efforts pour mettre en place des politiques et des décisions multiformes pour contrôler la hausse des prix des PPN, a indiqué le Premier ministre. Il existe également des plans sociaux déjà établis en plus des efforts déjà consentis. L'année 2023 est une année électorale et l'élection va avoir lieu telle que définie par la loi. Le gouvernement est prêt à mettre cela en œuvre, a déclaré toujours le Premier ministre durant l'émission spéciale. Et concernant les prévisions météorologiques, selon les estimations du service météorologique, il y aura plus de précipitations dans le nord-ouest et le sud-est de l'île, ainsi que dans certaines parties des hautes terres au cours des 3 prochains jours. Par conséquent, le niveau des fleuves peut augmenter, des inondations et des glissements de terrain sont également à craindre, plus particulièrement dans les districts d'Ambans, de Béalal, d'Analalav, d'Antsoui, de Bourzine, de Mampkoun, de Bessalampi, de Manour, de Marlamb et tous les districts de Bouin, Vadvav, Fitfnan et Analamang. À cet égard, ceux qui vivent dans des zones vulnérables et inondables sont exhortés à être prudents et à suivre les instructions données par les autorités afin d'éviter tout danger. Dans un tout autre sujet, la grève et les actions qui étaient sur le point d'être menées par les camionneurs ont cessé après la réunion qu'ils ont tenue avec le ministère des Travaux publics. Il a été décidé lors de cette réunion que le ministère des Travaux publics commencera les travaux de réparation de la route nationale endommagée dont se sont plaints les usagers de la route. D'autre part, les deux parties ont également convenu de coopérer dans l'entretien des routes et de ses infrastructures. Le 16 janvier, les transporteurs ont envoyé une lettre demandant des informations sur la réhabilitation de la route nationale auprès du ministère des Travaux publics. Ce dernier a partagé avec ses transporteurs tous les programmes de réparation de route. Par conséquent, la grève qu'ils avaient prévu de mener après cette discussion a été arrêtée. Suite à notre rencontre, nous avons pu conclure que le ministère des Travaux publics effectuera des travaux d'urgence de réhabilitation des routes. Ainsi, on attend à ce que ces travaux débutent afin que les dégâts ne s'étendent davantage, a affirmé José Ragotorsou, président et coordinateur national de l'ATC RN1. Dans le cadre des travaux d'urgence, les routes nationales les plus fréquentées seront priorisées, notamment la route nationale 2, selon le général Azatine Rassoulman, secrétaire général du ministère des Travaux publics. Parallèlement à cela, les deux parties, le ministère des Travaux publics et les transporteurs ont convenu d'inciter les usagers de la route à préserver et entretenir les routes nationales et ses infrastructures. Toujours dans ce cadre de réhabilitation de routes nationales, le ministre des Travaux publics a constaté hier le début des travaux de la route nationale 6, qui sont parmi les routes les plus vétustées actuellement. Tous les points noirs seront réhabilités avant d'entamer les travaux définitifs selon les explications. Les travaux dureront 8 mois. Toujours avec Natera Koutmav. Les travaux d'urgence pour la réhabilitation de la route nationale 6 ont débuté cette semaine. Cette route nationale est parmi les routes nationales les plus vétustées du pays, avec plus d'une centaine de points noirs. Ainsi, sa réhabilitation est une priorité à partir d'Ambujumam jusqu'à Mbant.
Il est à rappeler, selon le ministre des Travaux publics, que les structures de cette route nationale ne répondent plus aux besoins actuels car le nombre des véhicules qui y circulent s'accroît sur tous les poids lourds. Le ministère des Travaux publics veille à ce que la circulation revienne à la normale le plus vite possible, affirme le ministre Jerry Achef-Jazen. Mais étant donné que c'est la saison des pluies, les travaux ont été suspendus hier et reprendront dès que la pluie cessera. L'entreprise en charge des travaux a déjà reçu des consignes pour accélérer les travaux et pour mettre en place plusieurs brigades sur les points noirs pour assurer au plus vite les travaux d'urgence. Les travaux définitifs seront initiés par la suite. L'objectif est de finir les travaux de cette route nationale 6 dans un délai de 8 à 10 mois, soit jusqu'au mois de novembre. Les travaux sont financés par la Banque mondiale à travers les projets PDDR ou Projet de développement durable des routes et la CERC ou composante d'intervention d'urgence et de contingence. Et les travaux de reconstruction de la digue qui avait cédé lors du passage du cyclone Batirei l'année dernière dans le Fuktan d'Ambouimangid, commune d'Ampitatavk, sont actuellement en cours. Pour rappel, plus de 400 hectares de rizières ont été complètement inondés après la rupture de cette digue et des milliers de personnes sont victimes de la montée des eaux. Actuellement, la réhabilitation de cette digue a déjà commencé à travers le projet Produire financé par le Banque mondiale. Cette réhabilitation durera 4 mois selon les explications. Reportage sur les images de Yves Chanel. Cela fait presque 1 an que cette digue qui longe la rivière de Sissan dans le Fuktan d'Ambouimangid, commune d'Ampitatavk, est endommagée. Pourtant, la majorité de la population, en particulier celle des 4 villages environnants, se trouve en difficulté car la plupart d'entre eux vivent de la culture de riz et de légumes sur cette terre inondée. Et l'on peut dire que les produits de cette zone approvisionnent le marché d'Antananarivo avant la rupture de cette digue, a déclaré l'adjoint au maire de la commune d'Ampitatavk, Rapek Zanafal Ndjialev. Pour Dieudonné, la riziculture est son gagne-pain. Mais depuis 1 an, les rizières ne sont pas utilisables en raison de la montée des eaux due à la rupture de cette digue. Ainsi, il est obligé de trouver d'autres activités pour nourrir sa famille. Et actuellement, les travaux de reconstruction de cette digue sont en cours et dureront 4 mois. Une société privée est chargée de réaliser les travaux qui sont financés par la Banque mondiale à travers le projet Produire selon les explications. Dans 4 mois, les problèmes de ces producteurs seront complètement résolus lorsque tous les travaux de réhabilitation seront effectués. Ensuite, 3 entreprises dans les catégories des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises. Parmi les 15 concurrents se verront remettre le trophée de meilleure entreprise 2022 et 4 entrepreneurs issus de JPM ou Jeunes Patronat de Madagascar seront honorés. L'objectif est d'inciter les hommes d'affaires et les entreprises à participer au développement de l'économie malagasy. Reportage. Les entreprises sont des contributeurs clés au développement économique en générant des revenus et en fournissant des emplois à la population. Cependant, de nombreuses petites entreprises ont dû fermer en raison de la crise dans le pays. Toutefois, certains entrepreneurs n'ont pas baissé les bras et ont réussi à promouvoir leur entreprise. Ces derniers seront récompensés et soutenus. Les critères de sélection sont basés sur leur impact positif sur le pays, notamment au niveau environnemental, social, en matière de rayonnement international et d'innovation. Il existe également une remise de trophées pour les grandes, moyennes et petites entreprises organisées par le magazine Momento en collaboration avec un cabinet d'audit. L'objectif du classement est de mettre en valeur le développement des entreprises à Madagascar suivant le modèle du XXIe siècle. La remise des trophées se tiendra jeudi prochain. De nombreuses petites entreprises sont confrontées à des problèmes en raison de la crise à Madagascar. Il existe cependant une solution à ce problème. C'est pourquoi l'ASB, ou Forum sur l'économie et la vie des affaires, a été créé par le centre de recherche ASTA et une université privée. Mercredi dernier, les participants ont reçu des certificats. Reportage sur les images de Yves Chanel. Face aux problèmes rencontrés par de nombreuses entreprises de notre pays et des pays en développement après la crise, 35 enseignants-chercheurs issus de 15 pays en voie de développement, notamment Madagascar, la Tanzanie, l'Indonésie, le Népal, ont effectué des recherches qui ont été présentées via visioconférence à travers le plateforme SB ou Forum sur l'économie et la vie des affaires organisé par le centre de recherche ASTA et une université privée. 100 participants ont animé cette conférence dont l'objectif est d'apporter une innovation au monde de l'entreprise, surtout à Madagascar.
Les recherches seront publiées dans de nombreuses revues scientifiques et peuvent être utilisées par les professionnels, les universitaires, les agences gouvernementales et le public selon les explications de Ravoud, enseignant-chercheur et représentant de Madagascar. Tous les participants ont reçu des certificats mercredi dernier. Toujours selon les explications, il y aura une deuxième édition de l'ASP. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les États-Unis ont désigné vendredi le groupe paramilitaire Wagner comme une organisation criminelle, Washington dénonçant les atrocités et les abus de droits humains commis par les miliciens russes déployés en Ukraine et dans plusieurs pays africains, ainsi que ses liens avec la Corée du Nord. Reportage sur les images de France 24. En dehors de la portée symbolique ou plutôt diplomatique qui entérine la position américaine déjà connue face à l'organisation Wagner, cela a également une portée juridique très concrète. Sur le plan diplomatique, c'est une manière pour le département d'État, on l'a compris, et la Maison-Blanche de signifier à Moscou sa désapprobation face à la politique de recrutement du groupe Wagner. Évidemment, un recrutement qui ces dernières semaines s'est dévoilé en Afrique. C'est ainsi que l'on a vu apparaître des combattants ivoiriens, par exemple, aux côtés des soldats russes en Ukraine. Mais c'est également ainsi que l'ambassade de Russie, et c'est plus préoccupant, s'est lancée dans une politique de recrutement des anciens soldats de l'armée afghane à Kaboul et plus largement en Afghanistan. Des soldats afghans qui parfois avaient même été formés par l'armée américaine, entraînés et équipés par l'armée américaine jusqu'à son départ il y a moins de 2 ans. Pour l'aspect juridique, cette décision place le groupe Wagner dans la même situation qu'une organisation criminelle comme les mafias poursuivies par Interpol par exemple ou les narcotrafiquants, ce qui ouvre la voie évidemment à des sanctions financières et le placement sur une liste d'organisations traquées par les organisations internationales. Cela n'aura pas de conséquences immédiates, mais cela participera néanmoins à isoler l'entreprise de l'oligarque Evgeny Prigojine, qui, on le sait, compte près de 50 000 combattants quand même en Ukraine. Et des milliers de personnes, principalement venues des régions pauvres des Andes, ont manifesté pour réclamer la démission de la présidente péruvienne Dina Boluarte jeudi dans le centre de Lima où des violents heurts ont éclaté entre protestataires et policiers. France 24. Dernier préparatif avant le départ en manifestation à l'université San Marcos de Lima, des étudiants trient les dons reçus pour soutenir les manifestants. Les gens donnent de l'eau, des fruits, du pain pour que nos frères puissent manger. On leur a aussi permis de dormir ici la nuit dernière. Une aide précieuse pour ces manifestants venus des provinces du Pérou. Certains ont mis plusieurs jours à rallier la capitale. Les étudiants nous aident aussi à lutter, à faire grève pour virer les députés du Congrès. Beaucoup de manifestants viennent du sud, du nord ou du centre du pays, de communautés rurales et pauvres. Pour se faire entendre du gouvernement, ils sont plusieurs milliers à défiler dans les rues de Lima. Nous, les populations de province, des villages, on ne nous écoute pas, on ne nous considère pas. C'est pour ça qu'il nous a fallu venir dans la capitale aujourd'hui. À leur côté, de nombreux soutiens, habitants de Lima et des alentours, tous ont les mêmes revendications. Le peuple a élu le Congrès, mais le Congrès ne fait rien pour nous. Donc il faut que les députés s'en aillent et que le Congrès soit renouvelé. Le peuple exige la démission immédiate de la présidente. S'il vous plaît, plus de morts, ça suffit. La répression a tué plus d'une quarantaine de manifestants au Pérou en un mois. À Lima, jeudi, de nombreux tirs de gaz lacrymogène, plus de 10 000 policiers déployés, pas suffisant pour décourager les manifestants. Aujourd'hui, demain, toujours, on sera là pour lutter avec nos frères. Ces manifestants se disent prêts à rester encore quelques jours à Lima pour protester. Leur objectif est très clair, la démission de Dina Boluarte, et ils disent qu'ils resteront dans la capitale tant qu'il n'est pas atteint. Et pour terminer cette édition, les autorités de Burkina Faso ont annoncé vendredi la libération des 66 femmes et enfants en bas âge capturés par un groupe armé la semaine dernière dans le nord du pays. Toujours avec France 24. Sur ces images de la télévision du Burkina Faso, des militaires accueillent 62 femmes et 4 bébés.
Ces Burkinabés viennent d'être libérés après avoir été enlevés par des djihadistes présumés. Elles retrouvent donc la liberté après 8 longs jours dans les mains de leurs ravisseurs. Les victimes vont être interrogées par l'armée qui enquête sur l'identité des kidnappeurs. Jeudi et vendredi dernier, ces femmes avaient été enlevées dans les alentours d'Arbinda au Sahel, région sous blocus de troupes djihadistes. Elles étaient sorties de leur village pour aller chercher à manger. Cette Burkinabé était parmi elles et avait réussi à s'enfuir. J'ai réussi à m'échapper avec ma fille. Les autres n'ont pas pu le faire car elles étaient terrifiées. Les victimes ont été retrouvées à 200 km au sud de leur village. La radio-télévision du Burkina évoque une opération des forces armées sans fournir plus de précision. Face à l'ampleur du rapt, les ONG ne cachent pas leur inquiétude. C'est une première qu'on voit un enlèvement de plusieurs dizaines de femmes. C'est une nouvelle donne aujourd'hui dans l'insécurité qu'il faut prendre en compte. Près d'1 million de personnes vivent actuellement dans des zones sous blocus de djihadistes au Burkina Faso. Depuis 2015, le pays est confronté à des attaques chaque fois plus importantes de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, vous allez suivre le programme de African Breaking Championship. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.